Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette salle des fêtes de l'Isle-sur-la-Sorgue. Bonjour à tous ceux qui nous regardent également sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de la ville. Je m'appelle David, je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant une heure environ pour échanger sur l'actualité de l'Isle-sur-la-Sorgue. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Pierre Gonzalez. Bonsoir David, bonsoir tout le monde, bienvenue à la salle des fêtes. Merci d'être venus aussi nombreux. On ne déroge pas à la tradition, c'est une salle des fêtes bondée pour ces vœux du maire, édition 2025. Et traditionnellement, on commence toujours en parlant, vous le savez, de finances. C'est un peu une habitude qu'on a depuis quelques années ensemble. Débuter par ce sujet parce qu'il vous tient à cœur, puis vous avez envie de nous en parler, de faire de la pédagogie. Pour commencer, évidemment, il y a la situation du pays, de la France. Oui, on a l'habitude de commencer ces vœux, donc ça fait quelques années, David, que nous faisons ces vœux, par la situation des finances de notre collectivité. Alors, on ne va pas revenir sur des éléments qui sont connus par toutes et tous, sur les difficultés financières de la ville liées à des emprunts nombreux qui ont été réalisés au début des années 2000, et donc les difficultés que nous pouvons rencontrer par rapport à ce stock de dettes. Donc, l'idée, c'est quand même de préciser un certain nombre de choses. L'État. On commence macro. On commence macro. Bon, la situation du pays, nous la connaissons aussi, les grandes difficultés, les besoins impérieux de faire des économies. Et puis, bien évidemment, ce qui va amener, c'est des choix qui vont être des choix d'importance, qui est la contribution de l'État au niveau des collectivités, notamment des collectivités des mairies, avec des baisses de dotations. Et ce que vous voyez affiché derrière vous, c'est la baisse des dotations qui s'est réalisée depuis 2014 pour la ville de l'Isle-sur-Sorgue. Donc nous avons perdu 14 millions d'euros sur 10 ans, mais aussi des prélèvements supplémentaires. Et donc ce delta fait que depuis 2014, nous avons l'équivalent de 20 millions d'euros en moins dans le budget communal. Donc il faut faire face à cela. C'est par des politiques dynamiques sur notre ville que nous le faisons, et nous avons des choix qui permettent quand même de poursuivre et d'investir. Ces investissements, ils sont importants parce qu'on a cette présence aussi nécessaire de réaliser des investissements pour qu'une ville vive, pour qu'elle puisse se projeter dans l'avenir. On ne peut pas rester dans une vision statique avec simplement l'idée de non recourir à l'emprunt. Et donc, on a cet équilibre entre l'investissement, mais aussi le désendettement que nous suivons, avec une ligne depuis 2014 d'un désendettement d'environ 500 000 euros par an. Alors, certains vont dire que ce n'est pas suffisant, mais c'est en fonction de nos capacités, et nous avons cette trajectoire qui est aujourd'hui confirmée par les banques et même plébiscitée par les banques, puisque lorsqu'en 2008, nous prenions la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, on a un certain nombre de ratios qui illustrent la situation financière d'une ville. Eh bien, nous avions 72 années de nécessaires pour pouvoir rembourser la dette de la ville, ce qui paraissait complètement fou, et on allait à la banqueroute. Là, aujourd'hui, on est arrivé à en dessous de 10 ans, ce qui nous met dans la norme plus, si vous voulez, des collectivités territoriales. Mais en tout cas, nous avons fait un long chemin. De quand date la dernière augmentation d'impôts ? Alors, les impôts n'ont plus augmenté à l'Isle-sur-Sorgue depuis 2014, donc ça fait plus de 10 ans. Mais pour dire aussi les choses de façon juste, et c'est ce que nous nous efforçons à faire dans ces discussions que nous avons, c'est que les impôts, le pourcentage, la part ville n'a pas augmenté, mais les bases qui sont fixées par l'État chaque année ont augmenté. Donc c'est la raison pour laquelle sur vos impositions, et notamment sur la taxe foncière, vous pouvez avoir une évolution qui est une évolution chaque année, mais le pourcentage appliqué par la ville demeure inchangé. Donc on dit que nous n'avons pas augmenté les impôts depuis cette période-là. Vous vous obligez à chercher des solutions nouvelles pour financer les investissements ? C'est absolument nécessaire. C'est de trouver des dynamiques de financement sans augmenter la fiscalité. Eh bien, c'est la dynamique que nous avons mis en œuvre, et on le verra sur la politique de stationnement, avec tarifs bien évidemment payants et avec une évolution notable à ce qui s'est produit en 2024, mais aussi c'est la recherche de financement par des subventions que nous obtenons de nos partenaires. L'État a joué son rôle, nous a aidés de façon forte, et nous devons le dire, et je remercie la présence des représentants de l'État. Sur la période 2022-2024, nous avons eu 6 millions de financements qui proviennent ou de l'État, ou de la région, ou des départements de Vaucluse, ou de notre intercommunalité, dont on parlera tout à l'heure. On passe au centre-ville maintenant, avec évidemment un sujet que vous connaissez tous et toutes. On en parle depuis pas mal d'années dans nos vœux du maire, c'est la Tour d'Argent, pour commencer. C'est la Tour d'Argent, mais
ce que je veux dire pour le centre-ville, c'est la vision que porte notre équipe municipale depuis maintenant 17 ans que nous sommes élus. Le temps passe, mon cher David. Et je crois qu'on était quand même assez novateurs à ce moment-là. Aujourd'hui, beaucoup de dispositifs existent pour rénover les centres-villes, pour favoriser le centre-ville. Et la vision que nous avions dès le départ, c'était de considérer que ce qui fait identité sur un territoire, c'est son centre historique. C'est ce qui donne une vision, parce que quand on connaît son passé, on arrive mieux à se projeter. On sait ce qui fait sens pour une société qui habite sur un territoire donné. Et donc, on a investi massivement le centre-ville dans la valorisation de son patrimoine, dans l'identification de ce qui fait sens pour le centre-ville. C'est le cas, par exemple, avec la Tour d'Argent. C'est le cas de la Tour d'Argent. Cette tour, qui est une tour qui date du XIIe siècle, c'est le bâtiment, le deuxième plus vieux bâtiment de l'Isle-sur-la-Sorgue, après la chapelle de Velorgue, qui a été édifié au XIIe siècle dans une espèce d'opposition aux évêques de Cavaillon, qui possédaient l'évêché de Cavaillon et qui ont construit la collégiale de l'Isle-sur-la-Sorgue. Et donc cette tour, qui est une tour consulaire, rassemblait les consuls de l'Isle-sur-la-Sorgue et le pouvoir politique était dans cette tour. Donc là, vous avez un visuel de travaux avant-après et on va voir dans le visuel suivant aussi les évolutions notables que l'on peut connaître sur un centre-ville. Alors le temps passe et on ne se souvient pas forcément de l'état antérieur dans lequel se trouvait la collectivité. Là, vous avez une image qui est assez quand même probante entre cette tour qui était perdue au niveau urbanistique avec les immeubles à côté qui étaient sans caractéristiques particulières et par ce travail qui a été fait de traçabilité sur en fait l'évolution chronologique dans la construction, on est revenu à cette tour telle qu'elle existait au XIIe siècle et le bâtiment à côté qui est un bâtiment du XVe siècle et vous voyez on l'a rabaissé parce que la rehausse qui était de l'étage supérieur datait du XIXe siècle. Un petit rappel, c'est 80% de subvention, hein, la Tour d'Argent. La Tour d'Argent, c'est 80% de subvention et on peut vraiment s'en réjouir. Et sur l'ensemble de l'îlot de la Tour d'Argent, hors la tour, c'est plus de 30% avec une part très importante de la région. On passe au cinéma, on va au cinéma cette fois-ci, entré en exploitation il y a 6 mois à peu près. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à y être déjà allés. On l'a attendu pendant des années, ce cinéma de l'Isle-sur-la-Sorgue. On l'a attendu, ça a créé bien des questionnements, il a pu être appelé l'Arlésienne, mais nous avons été tenaces dans la réalisation de ce projet parce qu'il fait sens lui aussi. La volonté qui était la volonté affirmée, c'était de créer un espace culturel en centre-ville, créant une dynamique, un équipement particulièrement moderne qui magnifie aussi l'histoire de l'Isle-sur-la-Sorgue. Et cet hôtel particulier, dit de Brancas, que l'on voit sur le visuel, qui date du XVe siècle, est une véritable œuvre en termes patrimonial. Et on voit cette résonance qui existe entre la façade du cinéma, résolument moderne, qui reprend quand même ses fenêtres à croisées, et puis le vieux bâtiment. On a cette photo avant-après où on voit aussi le travail. On a tous connu il y a des années à cet endroit-là un fleuriste qui s'étendait à l'intérieur ou cette zone qui était une zone qui était absolument pas valorisée. Au niveau du nombre, on peut voir quelques images. On peut voir la vidéo du cinéma. Donc, on a cette entrée qui a été réalisée et on voit la qualité architecturale de ce site. Et puis là, donc, nous entrons dans le cinéma. Au niveau du nombre d'entrées, on est aussi au rendez-vous. On est au rendez-vous puisque l'étude de marché établissait au bout de la deuxième année 95 000 entrées. Aujourd'hui, dans les projections sur une première année, nous dépassons l'objectif de deuxième année. Je rappelle que ce cinéma est propriété de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, mais nous avons un exploitant qui est aujourd'hui le commerçant qui exploite le fonds de commerce créé du cinéma de l'Isle-sur-la-Sorgue. Et je veux vraiment féliciter la programmation qui est proposée à nous, spectateurs, la qualité de l'accueil par le personnel, qui est un personnel travaillant pour la société Trévance, qui est une société privée. On va sur la place Rose-Goudard maintenant, très naturellement. On va sur la place Rose-Goudard. Cette place Rose-Goudard qui, pour ceux qui ont connu l'Isle-sur-Sorgue il y a déjà quelques années, n'a jamais été une place, puisque vous aviez sur place, sur cette place, une école. Et cette école, c'est lorsqu'elle a été démolie au début des années 70 qu'elle a libéré cet espace. Et on voit que la configuration
des immeubles, c'est une configuration qui ne donnait pas sur une place, d'accord. Et petit à petit, il y a eu des commerces qui se sont ouverts et cette zone qui était devenue une zone de stationnement assez sauvage, d'accord, avec aucun embellissement possible. Mais là, c'est en travaux. Et là, c'est en travaux. Et donc, nous nous sommes engagés dans un projet qui est un projet, ce qu'on appelle de renaturation, c'est-à-dire c'est de verdissement. Et pour cela, nous avons obtenu une subvention de l'Union européenne qui prend en charge 60% des travaux par le fait qu'on végétalise un centre-ville. On va voir donc un nouvel espace public de grande qualité qui s'ouvre et qui permet finalement une vie paisible en centre-ville. Et les commerçants à côté, après avoir connu des temps de travaux, se réjouissent, j'imagine tous, à la qualité du site et donc plébiscitent cet aménagement. Les plantations d'arbres ont été réalisées, livraison définitive de la place, c'est à la fin du mois de février, début mars. On vient de voir ces belles images et ces simulations de ce que sera dans quelques semaines la place Rose-Goudard. L'habitat en centre-ville, on abordera plus tard la question du stationnement Pierre Gonzalves. L'habitat en centre-ville, il y a plein de questions. Tiens, cette boîte à clés, elle interpelle. Cette boîte à clés interpelle. L'habitat au centre-ville, c'est une de nos préoccupations, c'est-à-dire que les centres-villes dynamiques sont des centres-villes qui hébergent des habitants à l'année. Et il y a une vraie question du logement à l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est l'évolution des meublés touristiques. Vous avez régulé, vous tentez de réguler tout ça, notamment les Airbnb? On tente de réguler, mais pour vous donner une idée, aujourd'hui vous avez 9800 logements à l'Isle-sur-Sorgue, tout compris, vous en avez 1000 qui sont des meublés touristiques. Et donc on est sur des situations qui commencent à devenir complexes, et on a des modèles de villes touristiques qui ont été dépassés complètement par cela. Alors l'exemple type, c'est Saint-Malo, le centre historique de Saint-Malo. 85% des logements du centre-ville de Saint-Malo sont des meublés touristiques. Et donc ça tue complètement la vie le long de l'année. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de freiner, de ralentir fortement, de stopper? On n'a pas créé toutes ces conditions d'attractivité de l'Isle-sur-la-Sorgue et de qualité pour ensuite être dans une situation où on est privé pour nos habitants de logement. Donc il faut réguler et il faut encadrer les choses. Donc comme nous sommes, la loi prévoit des zones tendues en termes de logement, on a la possibilité de créer un règlement spécifique. Et donc nous avons adopté en conseil municipal un règlement qui fixe les modalités en fait, d'ouverture après un enregistrement préalable, les conditions d'ouverture et de gestion d'un meublé touristique. Alors si je fais simple, pour l'intramuros, il y a un numerus clausus qui a été établi, 253 logements en meublé touristique, il ne peut pas y en avoir plus, ce qui correspond aujourd'hui à l'existence, c'est-à-dire qu'on n'a pas privé ceux qui en ont un et qui sont immensément majoritairement des Lillois, d'accord ? 85% des meublés touristiques appartiennent à des Lillois qui ont converti un studio, un appartement. Mais on voit arriver des investisseurs privés qui voient un effet d'aubaine en investissant, et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc un numerus clausus et pour à l'extérieur et pour le centre-ville, une limitation à 3 meublés touristiques détenus par une personne physique, pas plus. Voilà. L'immense majorité des propriétaires physiques en ont 1, 2, voire 3. On n'est que sur quelques cas dépassant les 4 ou 5, et là on est sur un modèle économique en fait d'hébergement type hôtelier. Donc nous allons réguler cela. Est-ce qu'on a vu des logements revenir dans le locatif longue durée ? Alors, depuis que nous avons mis en place ce règlement, c'est-à-dire depuis le printemps, nous avons 25 meublés touristiques qui sont revenus dans le parc de logements à l'année. Voilà, ce qu'on veut, c'est amplifier le phénomène, tout en acceptant l'idée que ces meublés touristiques existent, puisqu'ils génèrent une activité économique. Mais c'est une réglementation que nous apportons. Comment vous aidez les propriétaires à rénover ? Alors, on a des aides aux travaux grâce à l'OPA RU. Cette OPA, c'est une opération programmée d'amélioration de l'habitat avec un partenaire qui s'appelle Solia et qui est pour les propriétaires à l'intérieur de la intra-Sorgue plus les abords. La ville participe financièrement et donc il y a une aide massive à la rénovation en termes d'investissement de ces appartements. Pour 1 € donné par la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue,
vous avez un effet levier x5 qui est grâce aux différents partenaires de cette opération. Donc j'invite les propriétaires fonciers qui est en possession d'un appartement ou d'une maison en centre-ville à se rapprocher de notre mission Habitat. L'année dernière, même endroit, à peu près la même heure, on annonçait une révolution du stationnement à l'Île-sur-la-Sorgue en 2024. On en est où ? Alors elle est mise en œuvre, cette révolution du stationnement. On faisait tous le constat qu'il fallait que les choses changent, la difficulté du stationnement, le centre-ville peu accessible. Et donc, on est parti sur un certain nombre de postulats et de règles que nous voulions voir mettre en œuvre, ce qui nous a donné, en fait, la possibilité de créer un règlement stationnement à l'Île-sur-Sorgue qui ne doit exister nulle part en France, puisque la presse s'est emparée du sujet. TF1 a fait un reportage sur le règlement stationnement à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors, il répond à plusieurs obligations que nous avons. Un, c'est qu'on veut, on l'a vu avec ce qu'on a dit sur l'habitat, c'est que le centre-ville soit attractif pour des gens qui habitent à l'année. Et donc, le stationnement de leur voiture soit moins problématique. On a voulu que les commerces puissent connaître la rotation du stationnement de leurs clients pour que les gens ne disent plus « le centre-ville est difficilement accessible, donc je ne viens pas au centre-ville ». On a voulu aussi que la politique tarifaire que nous connaissions avec deux parcs fermés soit maintenue et que le reste reste gratuit pour l'ensemble des Lillois. Et des travailleurs non résidents. Et pour les travailleurs non résidents qui ne soient pas pénalisés par le paiement d'un stationnement s'ils viennent travailler à l'Île-sur-la-Sorgue. Tout ça a généré en fait des équations à plusieurs inconnus qui a donné lieu à un règlement qui est ce règlement si spécifique. Ça donne quoi très concrètement pour expliquer ? Alors, après, on parlera des recettes. Alors, on a créé des zones bleues, ces zones bleues en centre-ville et aux abords. Cette zone bleue qui est aujourd'hui uniformisée à 2 heures de stationnement, d'accord, avec un disque. Et les obligations de respect de ces 2 heures sont valables pour les Lillois et les non-Lillois. D'accord ? On a créé des zones vertes avec la mise en place d'horodateurs. Ces horodateurs, ils sont ouverts à nos visiteurs. Les Lillois, on parlera des macarons après, ou les travailleurs de l'Île-sur-Sorgue disposant d'un macaron, il y a une gratuité totale sur ces zones vertes. Donc c'est par exemple le parking de la gare. Nous avons créé les zones violettes, les fameuses zones violettes, c'est les 2 parcs fermés d'avant qui ont la caractéristique d'avoir 2 types de tarification, une tarification pour nos visiteurs et une tarification pour les Lillois. Et puis ce qu'on a développé, et on a continué à en mettre en œuvre, c'est des arrêts minutes. On est aujourd'hui à 40 arrêts minutes en proximité du centre-ville, avec une durée de 15 minutes, ce qui permet une rotation. Et les commerçants plébiscitent à la fois la zone bleue et les arrêts minutes pour la rotation que cela permet. Les macarons, ça représente quel volume ? Alors les macarons, c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est que nous avons délivré plus de 10 000 macarons, 10 000 abonnements gratuits, à partir de documents qu'il faut fournir, des justificatifs de domicile. Et en fait, ces macarons témoignent de l'appartenance à la ville de l'Île-sur-la-Sorgue. Donc on est parfaitement satisfait de cette mise en œuvre. Et moi, je veux remercier vraiment les services qui ont travaillé sur ce sujet et ce nouveau service des abonnements qui a été créé et qui a rendu vraiment beaucoup de satisfaction. Ça, c'est un énorme travail. Le bilan est positif ? Le bilan est positif, notamment sur les recettes. Il est affiché les 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pour dire aussi un élément qui est peut-être un peu technique, mais je crois qu'il faut le préciser. Lorsque vous avez un parc fermé comme nous l'avions, c'est-à-dire avec une barrière et une caisse, et vous payez à réception, ou plutôt en revenant chercher votre voiture, c'est ce que la loi considère comme un parc fermé. Et donc, c'est une sorte de privatisation du domaine public par la collectivité, et donc vous êtes assujetti à la TVA. Si vous êtes sur horodateur et que la libre circulation sur là, on est considéré sur un paiement du domaine public simple, et donc il n'y a pas de privatisation, donc il n'y a pas de TVA. Donc rien que le delta fait gagner 150 000 euros à la collectivité. Et puis le déploiement des horodateurs sur la gare et derrière la poste nous a permis d'augmenter notre recette sur 6 mois, puisque ça a été mis en œuvre qu'à partir du mois du mois de mai, de plus de 300 000 euros par rapport à l'année précédente. Donc on est à 1 million d'euros. Donc dans la dynamique de recettes nouvelles pour la ville de l'Île-sur-la-Sorgue, on est dans quelque chose qui
choisit en fait qui va payer. Eh bien, nos visiteurs contribuent à cet effort et cette attractivité de l'île-sur-Soc. Donc l'année prochaine, où on sera une année pleine, on peut considérer que nous aurons 1,2 million, voire 1,3 million de recettes nouvelles, et en plus avec des nouvelles zones vertes. Ça, c'est pour la partie recettes. Qu'est-ce que ça change au comportement ? Vous voyez déjà des comportements qui changent ou pas ? Alors les comportements, alors il y a des aménagements à réaliser. Nous avions, et ça change les habitudes, des commerçants, des agents de la collectivité qui se garaient en centre-ville. La présence de la zone bleue limitant à 2 heures amène des stationnements qui sont des stationnements en périphérie, donc peuvent amener à certains endroits plus de stationnements qu'avant. Donc c'est travailler presque chaque fois au cas par cas pour voir comment on améliore ça. Et donc pour l'année 2025, 2 zones vont être couvertes d'horodateurs. C'est le parking du Portalet et le parking de l'Escargot. Et c'est indiqué sur le slide, ça restera gratuit pour les abonnés lillois. C'est-à-dire, comme pour la gare, vous arrivez, vous n'êtes pas obligé de passer par l'horodateur. Les ASVP, voyant que vous avez le macaron, eh bien, vous êtes exclu d'un paiement. On passe à la 4e partie, les grands projets maintenant. Premier grand projet à visiter avec vous, c'est le COSEC, le gymnase Émile Lavie. Alors les travaux sont terminés. Nous avons une politique résolument sportive qui profite aux Lillois. Nous avons une richesse avec plus de 40 associations sportives à l'Isle-sur-la-Soc. Et le COSEC, c'est ce grand gymnase qui comporte plusieurs salles, et on va le voir sur la vidéo qui défile derrière nous. Et donc nous avons bénéficié d'une aide importante de la part de l'État dans le cadre de la DSIL. Et donc du département aussi, et sur les 850 000 euros de coûts d'investissement, nous avons eu les 2/3 en subvention qui nous permet de réaliser ces beaux travaux, donc la salle de danse, la salle de gym, et puis je veux souligner, et c'est une vraie fierté que nous avons, spécificité lilloise, c'est un service régie municipal qui fait menuiserie, qui fait maçonnerie, plomberie et électricité et bien d'autres tâches. Et beaucoup de travaux ont été réalisés par notre régie municipale à l'intérieur, générant une vraie satisfaction. Ce plafond a été réalisé par notre régie municipale. Il y avait urgence sur le COSEC ? Il y avait urgence compte tenu d'un bâtiment fin des années 60, début des années 70, des perditions de chaleur. Donc il y a eu des travaux de nette amélioration pour les associations sportives. Maintenant, on va au futur centre aquatique intercommunal. On va le découvrir en images. C'est un très beau projet qui date de 2020, c'est ça à peu près ? Alors en 2020, j'en avais parlé au maire et au bureau de notre intercommunalité. Et donc l'intercommunalité a décidé de travailler sur ce projet d'un centre aquatique intercommunal. Alors il y avait eu 2 options, une construction neuve sur un terrain, soit la réhabilitation, ou c'est apparu plus tard, la réhabilitation de la piscine municipale qui bascule dans le champ intercommunal. Donc le parti pris, ça a été, pour des raisons économiques, puisque ça permet de réaliser des économies sur le coût de réalisation, parce qu'on profite d'une partie des infrastructures existantes, et aussi dans le cadre de la sobriété foncière. Donc là, on a les images, qui sont les images virtuelles, mais qui sera une réalité demain. Donc le bassin extérieur que nous connaissons, qui restera. Là, toute une zone qui est une zone liée aux jeux pour enfants, ce magnifique parc tout autour. Et ensuite, une fois que nous rentrons dans la future piscine intercommunale, donc cet accueil, et puis vous aurez 2 bassins, le bassin que nous avons aujourd'hui et un deuxième qui sera construit. Je rappelle les objectifs de notre projet, c'est le savoir nager sur le territoire, c'est-à-dire pour que tous les scolaires de nos 5 communes puissent venir apprendre à nager. Donc c'est l'accueil des écoles, c'est l'accueil des collèges, des lycées aussi. C'est aussi les clubs sportifs, c'est aussi ce qu'on appelle le bien-être dans les centres aquatiques. Et donc c'est toutes les activités qui peuvent être proposées liées à la dépense physique. Et puis c'est l'accueil touristique, puisque cette piscine, avec le cadre qu'elle connaît, son parc arboré, est très attractive pour nos amis visiteurs touristiques. Elle sera livrée quand ?
Alors le début des travaux, c'est en 2025, donc on y est, hein. Ça sera septembre 2025 pour une livraison fin du printemps 2027. On est sur le site des Capucins, si on fait un petit peu de géographie lilloise. Oui. Voilà, là, on a la vue d'ensemble. Ouais. Et on va glisser rapidement vers le plan d'aménagement. Voilà. Donc on va peut-être se lever. Donc ici, vous avez notre salle des fêtes où nous nous trouvons, le stade des Capucins, et au nord, vous avez le centre aquatique, ou la piscine municipale plus exactement, et vous avez à l'est, vous avez le petit parking où certains ont pu se garer, et les autres ont connu la galère de trouver un stationnement à proximité de cette salle des fêtes. Donc voilà l'état tel qu'il est. On passe au plan suivant. Eh bien, pour réaliser ce centre aquatique intercommunal, il y a des besoins de stationnement, d'accueil. Donc la création d'un parking qui prendra place pour partie sur celui existant, mais sur l'emprise aussi du stade des Capucins. On gardera l'accès du parking qui est existant aussi aujourd'hui au nord. Et on remarque donc tous ces cheminements qui s'opéreront au travers de l'ancien stade des Capucins. Ça va amener le départ du stade des Capucins, foot, et des cours de tennis. Mais on va en parler après dans le cadre du projet. Voilà, on va aller se balader un petit peu plus tard sur l'hippodrome. Voilà pour les différentes simulations. Il y a d'autres projets peut-être à aborder. Non, on va passer directement sur sur la plaine sportive. Donc, sur le site dit de l'hippodrome, là, vous avez le visuel qui est le visuel du projet définitif. Mais on va voir les différentes phases qui vont se succéder. Donc, si on est sur la phase 1, et c'est une phase qui va se dérouler dans très peu de temps, puisque nous sommes en avril 2025 jusqu'à août 2025, c'est la construction de 6 cours de tennis. Et on voit qu'un des cours, qui sera le cours d'honneur, donnera devant la tribune qui existe aujourd'hui. Ça donnera un côté un peu champêtre, type Wimbledon, pour ces tennis. Et sur le local dit de pesage, c'est le clubhouse de tennis qui sera transféré là. Donc ça, c'est la phase 1. Jusqu'en août 2025. Jusqu'en août 2025. La suite ? En août 2025 ou 2026, c'est la création du stade d'honneur. Ce stade d'honneur, nous l'avons ici. Donc c'est une création totale avec une partie qui sera une partie tribune annexe et locaux annexes. C'est quelque chose de vraiment qualitatif qui est proposé par notre maître d'œuvre. Donc ça, on est sur la phase 2. Il y a une phase 3 qui succède. Phase 3 qui est juillet 2026, janvier 2027. C'est la création de 2 cours de tennis couverts, voilà, et la création de cours de pick-ball. C'est une discipline qui se développe et qui permet à la fois une initiation, mais aussi pour les vétérans de jouer à cette discipline. Et puis d'autres phases sont optionnelles ? Alors des phases optionnelles qui viendront avec la création d'un terrain synthétique de foot qu'on voit qui est... vous pouvez revenir ? Voilà. Et sur le synthétique qui est ici, qui est après les stades d'entraînement existants aujourd'hui. Et la phase optionnelle 2 qui porte sur la réhabilitation des terrains en herbe que nous connaissons aujourd'hui. En fait, ce lieu de l'hippodrome, c'est un lieu qui est aujourd'hui, qui connaît le développement de l'activité sportive. Je rappelle dessus, il y a le stand de tir. Bon, permettez-moi d'avoir cette pensée pour le président qui nous a quittés de façon tragique il y a peu de temps. Il y a les archers qui sont là. Il y a des disciplines liées aux chiens et le foot est déjà présent avec des stades pour les plus jeunes, mais aussi les vétérans, des équipes de vétérans qui s'y entraînent. Voilà pour ce projet. Merci de l'avoir détaillé. 5e sujet maintenant, le développement économique. Une ville attractive, ça attire aussi les entreprises. Elles viennent taper à la porte ? Alors, elles viennent taper à la porte. Le développement économique, c'est une compétence intercommunale. On mesure combien l'intercommunalité compte sur nos territoires. Et je veux juste faire un petit aparté sur la piscine et sur le centre aquatique. La ville de L'Isle-sur-Sorgue n'aurait pas pu porter à elle seule ce projet de rénovation de piscine. Ce n'est pas possible. On est sur un montant d'investissement de 18 millions d'euros. Alors, il y a une participation du gestionnaire au PALIA à hauteur de 4,5 millions. Il y a aussi une subvention d'État-région à hauteur de 5,5 millions. Et puis, il y a une participation de l'intercommunalité. Et on voit tout le poids d'une intercommunalité sur un territoire. Là, on vient de livrer une crèche, par exemple, à Châteauneuf-de-Gadagne. La ville de Châteauneuf-de-Gadagne n'aurait pas pu porter cette crèche toute seule. Donc, parenthèse refermée.
développement Ça économique. explique également l'interaction entre une commune et la communauté de communes. Le développement économique, compétence communautaire ici. Voilà, donc on sait qu'il y a une raréfaction du foncier disponible pour le développement économique. Nous avons sur notre intercommunalité fini quasiment la commercialisation de la zone dite de Saint-Joseph-au-Thor. Pour Châteauneuf-de-Gadagne, il y a une extension, mais qui profitera à une entreprise existante. Donc on arrive à l'Isle-sur-la-Sorgue avec la création de la zone dite des Chasséens, cette zone des Chasséens qui se trouve aux routes de Caumont. Les Chasséens, pourquoi les Chasséens ? Alors, pourquoi les Chasséens ? Parce qu'à l'occasion de fouilles préventives sur le site, a été découvert une présence humaine de personnes étant là entre moins 6000 et moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Et cette population s'appelle des Chasséens, c'était des chasseurs-cueilleurs. Et donc on a appelé ça des chasseurs-cueilleurs chasséens. Dans le détail Dans le détail. Donc cette zone d'activité, il faut avoir à l'esprit une chose, sans être trop technique, le législateur considère qu'il faut une grande sobriété foncière, il faut arrêter de gaspiller l'espace en bétonnant. Et donc on peut être quasiment assuré que cette zone sera la dernière zone créée, peut-être de l'histoire courte, mais de l'histoire de notre territoire. Et c'est valable pour tous les territoires. D'accord ? Donc il va falloir vraiment réfléchir à la nature des entreprises que nous implanterons sur ce site. Et le parti pris, c'est un parti pris de valoriser des implantations d'entreprises ou du développement d'entreprises que nous avons localement, qui vont générer à la fois de la création de l'emploi, mais de la création de richesses. On ne peut plus se permettre d'avoir une consommation de l'espace qui n'est pas parfaitement réfléchie. Donc là, vous avez des visuels qui établissent le lieu, donc route de Caumont, après la zone des théologiens, et vous avez un plan masse des lots qui sont des grands lots, puisque le parti pris, c'est de faire de grands lots pour pouvoir attirer des structures d'importance. On passe à l'environnement, maintenant 6e chapitre de notre rencontre. Les villes, évidemment, s'investissent dans le développement durable. C'est le cas de l'Isle-sur-la-Sorgue, forcément. Un premier sujet, la production d'électricité. Alors, production d'énergie, d'électricité. Vous savez, en début de mandat, en 2020, nous avons désigné un premier adjoint, Denis Serre, qui est premier adjoint et qui a cette compétence délégation sur l'environnement. Donc, c'est quelque chose que nous avons voulu de marquer fortement. Donc, le photovoltaïque, eh bien, on est des bons élèves, même les très bons élèves de ce qu'on appelle notre SCOT, notre territoire, puisque aujourd'hui, grâce aux calottes, grâce au photovoltaïque qui se trouve sur l'hippodrome et sur nos gymnases, on a l'équivalent de production de 25% de nos besoins de la population lilloise. Ce qui nous met dans, en fait, les objectifs à atteindre pour le territoire pour 2035. Donc on est particulièrement vertueux dans cette démarche et on peut s'en féliciter. En face de cette production, il y a la consommation. Et là aussi, vous avez de très bons indicateurs. Vous avez un CPE, un contrat de performance énergétique. Alors on l'a lancé il y a 2 ans grâce à la Banque des Territoires et c'est un emprunt à taux zéro qui à taux zéro, qui nous permet de changer tous les dispositifs de luminaires et tous les blocs et tous les luminaires en passant au LED. Et on est déjà, au bout de 2 ans, sur le parc entier, on réalise 65% d'économie par rapport à l'année de référence. Et donc, c'est un travail qui est porté par une société qui nous fait du bon travail et on mesure déjà les effets qui sont des effets d'économie d'énergie. Et là, vous avez en visuel la façade de la collégiale. Dans le cadre de ce CPE, il a été établi d'éclairer quelques monuments et donc la collégiale sera éclairée sur tous ses côtés pour la fin d'année 2025 qui va magnifier véritablement cette place de l'égalité, place de l'Église. Nous avions parlé d'un projet de réseau de chaleur à l'Isle-sur-la-Sorgue. On en est où ? Alors c'était l'année dernière, c'est cette idée de récupérer ce qu'on appelle l'énergie fatale ou de récupérer l'énergie à la sortie de production industrielle ou de notre station d'épuration, puisque vous avez, comme le principe des pompes à chaleur, c'est de la récupération de calories sur un effluent et vous prélevez ces calories et donc ces calories donnent de la chaleur. Et donc vous les injectez dans une sorte de boucle et ça permet de chauffer du collectif. Donc on travaille là-dessus et on a même pas l'espoir. On va être en mesure l'année prochaine de proposer en fait un équipement de réseau de chaleur à l'Isle-sur-la-Sorgue.
On va parler végétalisation maintenant. Tout à l'heure, on a évoqué la place Rosse-Goudard, ses espaces et ses arbres. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres endroits où vous avez beaucoup agi. C'est une nécessité, un changement climatique. C'est donner du sens aussi à notre territoire par des plantations multiples et variées. C'est la végétalisation de nos rues. C'est des plantations, je pense au niveau du sud, au niveau de l'Arc, où il y a un jardin, un parc où on a planté des arbres. C'est aussi à l'école. Et enfin, c'est un projet de longue haleine, mais qui est bien tenu. Je vais vous féliciter, bravo pour la deuxième fleur obtenue. Cette deuxième fleur, oui, qui est une consécration et qui ne tient pas uniquement au fleurissement, mais c'est toute la méthode qui est employée. C'est s'adapter aux conditions climatiques d'aujourd'hui, c'est l'adaptation. Et cette deuxième fleur revient vraiment aux équipes de notre direction des services techniques et particulièrement des espaces verts qui travaillent avec grand plaisir à ce sujet. On part pour la déchetterie maintenant avec une nouvelle plateforme à végétaux. Alors une réalisation de notre intercommunalité vraiment qualitative et qu'on va voir une vidéo. Cette déchetterie, nous avons 2 déchetteries sur le territoire, une qui se trouve au Thor et une de l'Isle-sur-la-Sorgue. Sur l'Isle-sur-la-Sorgue a été décidé de créer un pool lié aux déchets verts. Et aujourd'hui, on a un dispositif qui est plébiscité et qui permet d'accueillir massivement tous les déchets verts du territoire avec un process qui est particulièrement simple, un dépôt un quai de déchargement des plus fonctionnels. Et une fois que ces végétaux sont stockés, l'opérateur, par ce dispositif de broyage, fait du broyat ou du compost. Et cela est mis à disposition gratuitement pour tous les usagers. C'est vraiment plébiscité, ça facilite bien grandement les choses et du coup, ça nous permet d'être vertueux en termes d'élimination de nos déchets plutôt que de voir ces déchets verts partir pour ailleurs. Préserver l'environnement, c'est aussi nettoyer les dégradations, gérer ce que l'humain produit. Oui, cette nature humaine, elle est quand même particulière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quand même cette capacité, dans des milieux naturels particulièrement privilégiés, à jeter des détritus. Et on se demande pourquoi ils viennent dans ce milieu naturel préservé, à moins de vouloir le souiller, tout simplement. Et donc, on va vraiment remercier tous les mouvements associatifs qui se mobilisent pour nettoyer les saletés des autres. Voilà. Donc, bravo à eux et honte aux autres. Ouais, c'est très impressionnant tout le travail qui est fait chaque année. Et moi, j'ai le plaisir d'en accompagner, notamment sur la Sorgue chaque année. C'est très, très fort ce que fait tout le monde et ce rassemblement pour cette belle action. On passe aux mobilités douces, 7e épisode de ces vœux du maire 2025. Développer les déplacements doux, c'est un moyen fort de diminuer aussi la consommation d'énergie. En mobilité douce, il y a une attente grande et on voit combien ce pays est en retard et le sud de la France encore plus en retard sur la création de pistes cyclables, sur des mobilités qui permettent une sécurité et qualitative et déplacement. On est engagé résolument, la communauté de communes porte cette compétence mobilité douce et nous, ville de l'Isle-sur-la-Sorgue aussi, nous avons des initiatives. Alors on va commencer par la Via Venetia. La Via Venetia, c'est porté par le département de Vaucluse, qui est une voie qui doit permettre de partir de Suisse pour rejoindre l'Espagne et l'Italie. Et donc, pour le tronçon, qui est le tronçon départemental, le département investit depuis Orange jusqu'à Velleron. Vous avez la possibilité d'emprunter cette Via Venetia. Et on se trouve à Velleron, aux portes de l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc, on a, quand on arrive par le chemin des Nesquières, on a le chemin des Palus. Alors, ce chemin des Palus que nous avons aménagé avec une vélorue pour sécuriser, et notamment tous les enfants qui vont au collège, pour qu'ils puissent être en sécurité dans cette vélorue, mais c'est qu'une étape. Et là, on va voir dans le document qui suit, en fait, cette voie Vénitia qui va traverser l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc, depuis le nord, on voit où il y a écrit collège, d'accord ? Sur le tronçon rouge qui part vers l'est, c'est le chemin des Palus. À la sortie du chemin des Palus, on arrive sur la départementale, à la sortie de Saint-Antoine, non pas au bas de Saint-Antoine à Blachère, mais la sortie plus au nord. On va avoir un aménagement par le département de Vaucluse pour sécuriser avec un grand plateau traversant. Cette Via Venetia va suivre la départementale
jusqu'au rond-point McDo, on va le citer, avec un cheminement qui va être un cheminement différencié de la voie de la départementale. Ensuite, vous allez avoir le cours de la pyramide qu'on connaît avec sa caractéristique, des contre-allées qui a certaines complexités, mais on restera dans ce cadre-là. Ensuite, le cours René Char, l'aménagement a été réalisé. Et ensuite, vous avez la route qui va, le chemin de Palerme, qui va jusqu'à l'hippodrome à la plaine sportive, où là, il va y avoir un aménagement en sens unique avec la création d'une piste cyclable. Et ensuite, cette Via Venetia prendra la route de l'hippodrome pour rejoindre Robion. Et on va se connecter à la véloroute du Calavon qui fait Cavaillon-Apt. Et donc, vous allez avoir un maillage qui va être un maillage qualitatif et qui permettra de traverser le département nord-sud. Je vois des pointillés vers Fontaine de Vaucluse. Alors ça, on l'avait évoqué, c'est le département qui a ce projet, je le pousse avec Marielle Fabre, c'est la création d'une piste cyclable qui part de l'Is-sur-Sorgue, de Malakoff jusqu'à Fontaine de Vaucluse. C'est complexe parce que les abords ne sont pas forcément propriété du département. Il y a des dénivelés, mais les services techniques du département travaillent pour une proposition parce que l'objectif, c'est de le réaliser dans les années qui viennent. On va quitter un instant les travaux en lien avec le département dont vous êtes vice-président. Vous allez remettre votre casquette de président de la communauté de communes parce qu'il y a des travaux qui sont faits là aussi au niveau de l'intercommunalité. Voilà. Donc on a là aussi plusieurs segments. Je me lève pour préciser les choses. Donc le nouveau Lidl que vous connaissez tous maintenant, jusqu'au rond-point Petite Marine de la communauté de communes. Ça, ce tronçon est déjà créé par l'intercommunalité avec une liaison douce pour les vélos. Le département de Vaucluse vient de terminer, à notre demande, cette liaison Petite Marine jusqu'au Saint-Louis, avec une piste cyclable différenciée. Et l'intercommunalité a fait l'année dernière du Saint-Louis jusqu'à la commune du Thor. Donc on a tout le segment du Lidl jusqu'au Thor qui est sécurisé. Se poser la question qui était la question depuis le centre-ville de l'Is-sur-Sorgue jusqu'au Lidl, puisque le cours Émile Zola, il n'est pas des plus adaptés. Ce que nous allons faire pour cette année 2025, alors on a commencé les travaux, c'est le tronçon qui va... Là, on est sur l'emprise d'une ancienne voie de chemin de fer qui venait se connecter à un chemin de fer qui allait vers Monteux, qui est l'emplacement de la départementale. Eh bien, la communauté de communes travaille sur ce segment ici, où il y a un plateau traversant qui a été fait, jusqu'au lycée agricole, jusqu'au pont qui traverse la Sorgue pour le lycée agricole. Là, c'est une piste cyclable qui est en cours de réalisation. Et à partir de septembre 2025, vous avez cette liaison depuis ce passage que j'ai cité jusqu'à la gare qui va être réalisée. Donc du coup, depuis la gare de l'Is-sur-la-Sorgue, à partir de fin 2025, début 2026, vous allez pouvoir aller jusqu'au Thor par une voie cyclable ou alors depuis la gare, vous allez pouvoir remonter jusqu'au lycée agricole et revenir vers le centre-ville. Donc en fait, c'est des travaux d'importance qui sont réalisés et qui correspondent totalement aux attentes de nos populations sur des voies sécurisées. Donc là, vous avez la piste cyclable qui va vers le Thor, qui a été réalisée par le département de Vaucluse. Vous avez ensuite la piste cyclable qui va vers le lycée agricole. Ça, c'est les travaux qui sont en cours de réalisation et qui permettra donc de circuler en toute sécurité. D'autant que, si je ne me trompe pas, la communauté de communes finance l'achat de vélos ou soutient l'achat de vélos. Soutien. Voilà. Alors, les intercommunalités se sont lancées là-dedans, dans le cadre de la mobilité. Donc, information, si vous ne le savez pas, pour tout achat de vélos, qu'il soit neuf ou d'occasion, la communauté de communes accorde une aide de 200 €, donc sur présentation d'un dossier. Et on a différentes facilités, notamment des bornes pour réparer son vélo qui sont installées par la communauté de communes, bornes de gonflage et de réparation rapide. La ville aussi travaille pour les mobilités douces. Alors la ville aussi, donc là c'est le projet qui sera engagé dans peu de temps, avenue Marius-Jouveau. Donc on est entre le rond-point René Cassin et les Valades. Donc on va voir une petite vidéo qui présente le projet. On voit bien combien sur l'avenue Marius-Jouveau, il y a des difficultés de circulation pour les vélos. Et donc là, cette animation 3D vous présente les travaux qui vont être réalisés cette année. On voit les pistes cyclables en bleu et donc ces plantations d'arbres qui vont apporter une vraie qualité de fonctionnement, mais aussi de vie, avec là aussi le principe de la végétalisation pour les habitants. Donc ça, réalisation 2025.
C'était aussi qu'on parle du partage des eaux, la venue du partage La des eaux. venue des partages des eaux qui est souvent abordée par les personnes qui peuvent l'emprunter dans un état particulièrement abîmé. Alors, une étude a été lancée, tripartite, entre la ville de L'Isle-sur-Sorgue, la communauté de communes et le syndicat mixte des bassins des Sorgues, parce que sous cette avenue du partage des eaux, il y a des réseaux, notamment l'assainissement. Il y a la question des berges qui peuvent s'ouvrir, et ça, c'est la compétence du syndicat mixte des bassins des Sorgues. Et la ville de L'Isle-sur-Sorgue, c'est le revêtement. Donc, on va être sur des conventions qui vont permettre de financer la réalisation par tronçon. Je le dis, on ne va pas le faire d'un seul trait, tant le linéaire est long et les travaux sont d'importance. Mais bien évidemment, on le rattache aux pistes cyclables parce que c'est très emprunté par les cyclistes. On va revenir maintenant dans le 8e chapitre, un tout petit peu en arrière, 2018-2019. Vous avez fait le constat d'un déclin de l'offre de santé et de médecins à l'Isle-sur-la-Sorgue. On en est où de la maison municipale de santé ? Alors cette maison marche bien. Je vous rappelle qu'on l'a initiée en 2019. Qui aurait cru que quelques années après, on soit sur un total de 13 médecins qui sont présents, d'accord, 8 généralistes. Dans un local municipal. Dans un local municipal, avec un forfait qui est un forfait all-inclusive proposé, c'est-à-dire que le médecin, quand il arrive à l'Isle-sur-la-Sorgue, il paie l'occupation d'un local, mais aussi les fluides, le secrétariat, tout ce qui est la partie informatique, et donc est dans un univers particulièrement privilégié. Quand on regarde la liste des médecins qui s'affichent, on s'aperçoit qu'il n'y en a plus qu'un d'historique, c'est le docteur Vautrin. Tous les autres sont des médecins qui sont arrivés suite à l'annonce de la ville de L'Isle-sur-Sorgue pour accueillir des nouveaux médecins. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, on le sait, un médecin qui part à la retraite a une patientèle de 2400 à 2600 patients. Un médecin nouveau qui arrive, c'est 1500 à 1700 patients. Donc en gros, il faut un médecin et demi pour remplacer un qui part à la retraite. Donc il faut arriver à retenir les médecins qui veulent partir à la retraite pour qu'ils fassent un an ou deux de plus. Mais c'est un vrai combat parce qu'aujourd'hui, tous les territoires se battent pour faire venir des médecins. Okay, et il y a une espèce de surenchère des médecins pour celui qui va proposer l'offre la plus alléchante. Voilà, donc on est sur une offre qui est pertinente, mais on est concurrencé. Voilà, avec Alain Parent, notre adjoint qui s'occupe de ces questions-là, on est en discussion avec une jeune médecin, et cette jeune médecin, donc, qui va peut-être venir faire un test, mais qui est sollicitée par bien d'autres territoires aussi. Donc voilà, on a pris pleinement conscience. On a aujourd'hui, on est à un seuil où des nouveaux arrivants à l'Isle-sur-Sorgue, il y en a peut-être dans la salle, auront des difficultés à trouver un médecin traitant. On était arrivé jusqu'à l'année dernière à assimiler tous les nouveaux arrivants avec les médecins existants. Le départ à la retraite du docteur Delattre a bouleversé la donne. Donc il faut que nous ayons un médecin supplémentaire. Et de plus, je le précise, on ne va pas segmenter en disant que les Lillois peuvent être des patients de l'Isle-sur-Sorgue, mais aussi, c'est ce qu'on appelle la caractéristique d'une ville-centre, même si on n'a que 20 500 habitants, c'est qu'il y a des patients de Fontaine-de-Vaucluse, de Saumanne, du Thor massivement, parce que des médecins traitants au Thor, il n'y en a pas, et donc on a un afflux de médecins, de patients qui arrivent sur l'Isle-sur-la-Sorgue. On part pour l'hôpital avec les travaux tout d'abord et puis l'ouverture d'un centre de soins non programmé. Il va falloir nous expliquer ce que c'est qu'un centre de soins non programmé. L'hôpital, vous le voyez, la présence de la grue, c'est des travaux de grande importance qui permettent de restructurer la partie médecine et la partie EHPAD. C'est des travaux qui sont complexes, en milieux qui sont occupés. Donc l'équipe dirigeante et Madame la directrice s'efforcent de faire les choses au mieux. Mais c'est compliqué. Voilà, mais on aura un superbe hôpital local. Rappelons-nous, en 2008, le débat, c'était est-ce qu'on allait conserver notre hôpital de L'Isle-sur-la-Sorgue ? Eh bien, on le conserve plus que bien, puisqu'aujourd'hui, il est une référence. Dans la question des centres de soins non programmés, me questionner, on peut s'en réjouir, et ça sera fin mars, cette ouverture. Alors, c'est quoi ? Dans un dispositif d'urgence, vous appelez le 15, et le 15, vous avez un régulateur. Le 15 va vous envoyer ou le SAMU,
ou vous dire de vous déplacer aux urgences, mais il peut vous dire, et ce sera l'offre nouvelle, il va vous donner un rendez-vous au centre de soins non programmés de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue. Le principe est le suivant, c'est que par l'évaluation de la personne, elle va juger s'il y a un caractère d'urgence absolu ou si ça peut attendre. Et dans un délai de 2 jours ou 2 jours et demi, on vous donne un rendez-vous avec un médecin qui sera un médecin de permanence dans ce site. Okay. Le principe étant, c'est de désengorger les urgences, mais je le dis tout de suite, c'est qu'il ne pourra pas y avoir de patients qui vont venir sans rendez-vous préalable par la procédure qui a été établie. C'est la procédure du 15 du régulateur qui sera faite. Donc ça, c'est quelque chose de... c'est un plus en termes d'offres médicales sur le territoire. Ça réconforte. Et le type même, c'est une fièvre qui dure un peu élevée. Est-ce que ça on nécessite d'aller aux urgences ou pas? Eh bien, vous avez un rendez-vous le jour même ou le lendemain au centre non programmé. On reste à l'hôpital avec la guinguette du jardin du centre hospitalier qui est ouverte. Alors ça, c'est une initiative portée par l'hôpital local avec une association. Vraiment, on peut se réjouir de cette initiative et la partager. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée simple que les résidents, les patients de l'hôpital puissent, dans ce jardin, avoir la qualité du lieu et que l'extérieur puisse venir rendre visite. Et d'avoir des lycéens qui, plutôt qu'ils mangent leur sandwich assis devant l'hôpital, puissent rentrer dans ce jardin et être en échange avec les résidents et les patients. De plus, il y a des animations qui sont proposées. Là, on est vraiment dans ce qui peut être considéré comme un lien humain privilégié. Lien social qu'on aborde maintenant, c'est par exemple l'action Bien vieillir à l'Isle-sur-la-Sorgue. Bien vieillir, c'est une situation qui est établie. La France vieillit, le Sud vieillit plus, et des villes attractives vieillissent peut-être encore plus, puisque prendre la retraite dans un lieu agréable, c'est un projet de vie. Voilà. Et donc, il est nécessaire d'accompagner, et on voit dans le cadre des politiques publiques, la nécessité de s'adapter, de préciser les choses avec les partenaires qui sont engagés dans le bien vieillir, qui sont nombreux, c'est notre CCAS, notre centre social, la ville de Lille, mais aussi les différents acteurs qui tiennent compte de ce vieillissement de la population. Donc nous avons une mission en interne à la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue et on organise un salon avec nos partenaires qui connaît un grand succès où l'offre est multiple et permet de maintenir et d'accentuer ce lien. Vous parliez des différents partenaires de l'action sociale à l'Isle-sur-la-Sorgue. Tout le monde se félicite de l'excellent travail qui se fait en commun, l'excellent travail de partenariat. C'est culturel à l'Isle-sur-la-Sorgue d'avoir des partenaires qui travaillent ensemble. C'est décloisonné, il n'y a pas de précaré. Et donc, du coup, il y a une pertinence dans les échanges et une grande satisfaction de trouver des solutions. Et ça, on ne doit pas le mettre qu'à l'actif de l'équipe municipale ou de la mairie. C'est une espèce de tradition locale de concertation. Il est quoi, 19h38. Je vais vous tendre un petit peu, monsieur le maire. Oui. Logement social et pénalité. Logement... Alors, ça vous tend, ça? Ça me tend, mais vous avez peut-être oublié des choses. Pardon, le contrat de vie. Donc, je vais un peu vite sur la mutuelle. Sur la mutuelle. La mutuelle du village. Voilà. Je suis obligé de suivre David Bérard en plus. Les fiches se sont collées, oui, pardon. Donc la mutuelle, cette mutuelle, c'est une mutuelle dite de village qui est portée par notre CCAS, qui fonctionne bien. Qui permet d'avoir une offre de mutuelle qui permet d'avoir un prix tout à fait attractif et donc elle est mise en œuvre et on peut vraiment s'en réjouir. On y vient au logement social? Pas encore, vous voulez pas? Si. Allez-y, continuez, je vous laisse aller jusqu'au bout. Contrat de ville, ça montre le partenariat qu'il y a de qualité entre les différents acteurs. On peut passer aux logements sociaux qui vous tiennent à cœur. Et à vous surtout, qui vous accélère le cœur surtout. Qui m'accélère le cœur, qui me tend, mon cher. Pourquoi ? Parce que la loi dite SRU établit des obligations pour les collectivités de produire des logements sociaux. Ces logements sociaux, nous en faisons à l'Isle-sur-la-Sorgue. Depuis plus de 10 ans, chaque fois qu'il y a un terrain qui est à la vente, nous le vendons à un bailleur social avec des exigences qui sont des exigences qualitatives sur la réalisation. Qualitative, c'est-à-dire qu'on veut que les gens qui habitent dans des logements sociaux s'y sentent bien et qu'on ne génère pas des problématiques de logements sociaux qu'on va vouloir réparer les années après par le contrat de ville
ou par des missions qui sont des missions spécifiques de l'État. Le problème, c'est qu'on a un législateur qui a considéré que les collectivités devaient payer et devaient produire ce qu'elles ne peuvent pas produire en quantité. Donc on est condamné à payer des pénalités parce qu'on n'atteint pas les objectifs. Si je vous livre simplement les objectifs du dernier bilan triennal, il fallait produire entre 2019 et 2022 530 logements sociaux à l'Is-sur-Sorgue. Pendant cette période, il y a eu le Covid quand même, pendant cette période, tout logement confondu, privé plus logements sociaux, il y a eu 330 logements créés. Voilà. Eh bien, compte tenu de cette loi, la ville a payé une surtaxation parce qu'on n'a pas obtenu les 530. Donc on est passé de 400 000 euros de pénalité à 560 000 euros de pénalité. Vous comparez ça à la Sainte Inquisition? Oui, la Sainte Inquisition, Ignace de Loyola. Voilà ça. Pourquoi? Parce que la Sainte Inquisition, c'est parce que vous avez une sorte de tribunal qui est instauré par la loi, et vous pouvez avoir des préfets qui se succèdent, hein, Bertrand Gomme, Violaine Desmarais, puisque c'était à ce moment-là, qui comprennent totalement la spécificité de l'Is-sur-Sorgue, mais qui sont là pour appliquer la loi qui est votée par le législateur, qui ne prend pas en considération la réalité véritablement des situations des villes. Et je dis, il y a des maires qui sont présents, des parlementaires aussi. Si les parlementaires ne se saisissent pas des questions qui sont des questions qui pourrissent la vie des élus locaux, il va y avoir une espèce de scission qui va s'opérer entre ce qu'on va appeler la base et la représentation parlementaire. Alors, le Sénat est beaucoup plus mesuré et comprend, puisque c'est l'organe représentant les collectivités territoriales. Mais à l'Assemblée nationale, c'est plus possible. C'est juste plus possible. Puisqu'on sait déjà qu'on ne va pas atteindre les objectifs dans notre prochain bilan. Alors, ça va être quoi? Ça va être une pénalité à 700 000 euros. Enfin, ça devient complètement fou. Tous les efforts budgétaires que vous faites sont cramés là-dedans. Ils sont cramés. C'est un lien avec la Sainte Inquisition, n'est-ce pas? C'est cramé parce que, bien évidemment, on n'a pas la capacité. Et je le répète, pour faire des logements sociaux, on a cette volonté que ce soit des logements sociaux de qualité. C'est un sujet que vous portez avec l'association des maires que vous présidez? Oui, c'est entre autres un des sujets que nous portons. Mais j'avoue que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à convaincre le législateur de cette pertinence, même si avec Alain Milon, le sénateur qui est présent dans la salle, nous avions porté une proposition de loi dans le cadre de la loi 3DS pour justement tenir compte de ces spécificités, mais ça n'a pas pu passer par obstacle gouvernemental. Merci pour ce point, ce chapitre complet sur le logement social et les pénalités. Je vais vous faire sourire, je vais vous rendre le sourire maintenant. Regardez cette photo, l'outil en main. Ah oui, surtout quand je vois Campa. Voilà. Donc l'outil en main, c'est une association qui a été créée depuis peu, qui est pas la première en France. Il en existe plusieurs dizaines, mais dans le département de Vaucluse, nous sommes la deuxième. C'est un principe très simple. C'est une espèce de transmission du savoir par des artisans qui sont des artisans très souvent retraités. Mais on n'est pas dans une approche qui est une approche éducative dans un centre de formation classique. On est sur la transmission de l'amour du métier. Et donc, on a, tous les mercredis après-midi, des formateurs qui viennent dans le cadre du bénévolat et ça crée des liens humains absolument incroyables entre une jeunesse de 9 à 14 ans pour initier aux travaux manuels. Et donc, ces jeunes gens, tous les mercredis, changent d'atelier. Donc là, on est sur l'atelier plomberie. Il y a un atelier électricité, il y a un atelier maçonnerie, boulangerie, couture, ferronnerie, et j'en oublie, menuiserie. Et donc, c'est une transmission et c'est des liens qui se créent entre ces enfants et ces personnes qui veulent donner de leur personne, ouais. Qui veulent transmettre. 10e chapitre, l'enfance et la jeunesse, c'est ça aussi le dynamisme lillois. La ville est propriétaire de toutes les écoles maternelles et élémentaires de la ville, il faut le rappeler. Oui, donc ça nécessite des travaux dans les écoles qui sont planifiés ou qui apparaissent comme nécessaires ou impérieux. Il y avait un comité d'accueil à l'extérieur, à Montplafond. Pourquoi? Parce qu'à l'école du centre, nous avons un plafond, des éléments qui sont des éléments qui se sont détachés du toit. Et donc, il y a eu une intervention d'urgence de sécurisation par nos services techniques. Et on voit si on le fait en régie ou si on fait intervenir des entreprises. Mais pour rassurer, puisque je suis allé au contact
de ces personnes à l'extérieur pour leur dire que c'était planifié pour qu'avant les vacances d'été, en espérant que ce soit pour celle de Pâques, ils puissent réintégrer l'école. Donc il y a des travaux qui sont planifiés d'importance, une enveloppe environ de 500 000 euros par an, et puis les travaux d'urgence que nous devons réaliser. Avec un accompagnement dans les écoles qui est très important, un accompagnement de la ville. Qui est très important et qui tient à l'histoire de l'Is-sur-Sorgue par les interventions des services des sports, par les étapes, mais aussi de notre école de musique municipale, de musique, par aussi les visites qui peuvent être faites dans les lieux culturels comme Camp Prodon, la Villa d'Atrice, même si la Villa d'Atrice est une fondation. Et je rappelle quand même, et c'est souvent les nouveaux parents qui inscrivent leurs enfants qui le soulignent, après on s'habitue aux bonnes choses et on les oublie. Donc il faut toujours rappeler les choses. C'est que le périscolaire à l'Is-sur-Sorgue est gratuit. C'est-à-dire que les parents peuvent amener leur enfant le matin en allant travailler, il y a la garde de l'enfant, entre midi et 2, il y a des animateurs jeunesse qui sont présents, il y a les études, il y a le soir, etc. Et tout ça, c'est gratuit. Mais dans l'immense majorité des villes, le périscolaire est payant. Et payant, nous, c'est gratuit. Donc ça fait partie des éléments qualitatifs d'accueil de notre ville. Vous avez fait des recrutements au centre de loisirs ? On l'a fait parce qu'il y avait une obligation qui était une obligation compte tenu de la demande des parents, notamment pendant les temps scolaires d'accueil. Alors on sait qu'il y a des évolutions des ménages avec beaucoup plus de familles monoparentales, des mamans qui travaillent ou des papas, et donc des besoins de garde le mercredi et pendant les vacances scolaires. Donc on a fait un gros effort cette année en termes de recrutement d'animateurs pour satisfaire les accueils nouveaux. Nouveau chapitre, le 11e, la sécurité maintenant à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et tout d'abord, les événements. Un événement à l'Isle-sur-la-Sorgue, ça attire toujours beaucoup de monde. Il faut gérer cet afflux de population. Comment vous travaillez ? Comment on s'adapte ? On travaille par une expérience qui est l'expérience de l'accueil. Cette expérience de l'accueil et de manifestations qui sont nombreuses à l'Isle-sur-la-Sorgue. On peut prendre plusieurs manifestations. On sent la foire internationale à la brocante, mais qui est cadrée. Mais si vous prenez la fête de la musique, si vous prenez la Fiesta des Quais, si vous prenez des événements comme le marché de Noël, si vous prenez la fête des Vikings, si vous prenez des festivals dansons sur la Sorgue, si vous prenez d'autres manifestations, et j'en oublie en les égrénant, eh bien c'est du monde. Eh bien on a mis en place une façon de travailler qui est une façon de travailler partenariale avec la gendarmerie, avec les pompiers dont je parlerai tout à l'heure, à l'image le colonel Garance qui est présent dans la salle et qui a été présent pendant ces 3 années de service ici dans le département et que je remercie pour sa fidélité et notre exceptionnel partenariat. Donc la gendarmerie qui travaille avec nous sur ce travail qui est d'organisation, plus notre police municipale, et notre CSU, notre centre de supervision urbain, qui permet d'avoir en temps réel les retours d'image des événements. Ouais. Pierre Gonzalez, un mot sur le trafic de drogue. L'Isle-sur-la-Sorgue est évidemment concernée, touchée, avant de passer aux pompiers peut-être. Oui. Là aussi, la situation de la sécurité ou de l'insécurité, la ville de l'Isle-sur-Sorgue apparaît comme une ville particulièrement apaisée, mais il ne faut pas taire les difficultés que l'on peut rencontrer par une délinquance qui existe, par des faits qui existent aussi et qui sont révélés par la gendarmerie, par les agrégats et qui montrent une stabilité. Mais le trafic de drogue est un vrai fléau aujourd'hui, fléau qui touche l'ensemble des communes de France, y compris en zone rurale. Et donc, c'est une action qui est une action au quotidien. Et les instructions que je donne de façon très claire avec l'adjoint à la sécurité, c'est une pression maximale sur les lieux qui sont identifiés comme les lieux propices aux ventes, qu'on appelle le point de deal. Et donc, c'est par ce travail, pour donner élément, notre police municipale a instruction de passer 2 fois par jour en statique sur les lieux qui sont les lieux identifiés, en restant, en déstabilisant, en contrôlant, et la gendarmerie aussi est dans cette approche-là. Et là, vraiment, je vous remercie, c'est se vivre. Mais le principe de la drogue, on le sait, malheureusement, c'est qu'on ne peut pas l'éradiquer. Et tant qu'il y aura des consommateurs, eh bien, la drogue existera. Et le problème, c'est que le nombre de consommateurs augmente. Et il n'y a pas de drogue de complaisance. On contribue, dès lors qu'on en achète, à intensifier le trafic et à créer les conditions de la violence, parce que ce monde-là est particulièrement violent.
Quelques instants, je voudrais vous entendre quelques instants aussi sur votre retour en tant que président des maires de Vaucluse. Est-ce que vous sentez de plus en plus de violence à l'encontre des élus, des maires dans le département et ailleurs? Oui, alors les témoignages sont nombreux et on a d'ailleurs désigné un délégué à la sécurité des élus au sein de l'association des maires du Vaucluse, comme chacune des associations départementales a pu le faire. Oui, c'est une tension de la société que nous pouvons tous connaître. Hein. Et le rôle de l'élu aujourd'hui, c'est d'être dans la pédagogie, mais c'est aussi de dire non. Et je dis beaucoup plus non que oui dans ma vie d'élu. Et donc, ce non, il faut qu'il l'explique. Et puis, il y a des gens qui n'acceptent plus aujourd'hui le non, ou des observations, ou en fait un rappel aux règles de civilité et de savoir-vivre collectif. Et donc, ça génère de la réaction qui peut être verbale, qui peut être physique. Et donc, on a des élus aujourd'hui qui sont assez désarmés par rapport à cette violence qu'ils peuvent ressentir. On en vient aux pompiers. La photo du centre de secours là, est affichée depuis quelques instants. Ça aussi, c'est un partenariat très très fort, un lien très fort avec les pompiers. Oui, et comme notre attachement à notre centre de secours et ces partenariats qui sont noués, on est sur les événements avec les pompiers, c'est les interventions, c'est aussi le secours à la personne, c'est aussi le secours aux biens. Et puis, c'est les problématiques que l'on a à l'Isle-la-Sorgue. Hein. On cumule quand même les choses, hein, c'est-à-dire des événements avec beaucoup de public, d'accord. On cumule le risque d'inondation, le risque feu de forêt. On a aussi des industries présentes sur le territoire. Donc, tout ça fait que les partenariats sont nourris et de confiance absolue. Un mot sur la culture maintenant, ou quelques minutes d'ailleurs, sur la culture Campredon, nouvelle version, ça plaît beaucoup? Ça plaît beaucoup. Je rappelle aujourd'hui une seule expo par an avec une thématique et avec des artistes qui sont sélectionnés par notre lieu, Campredon, avec beaucoup plus de visiteurs, une fréquentation, des recettes en hausse. On peut s'en réjouir et surtout une adhésion renouvelée de notre population. Le thème l'année prochaine sera le rêve. Le rêve, on en a bien besoin dans ces temps obscurs. On rêve de quoi? On rêve d'un avenir meilleur. Dans une programmation très riche, on quitte Campredon et on s'ouvre sur toute l'Île-sur-la-Sorgue. C'est très, 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 très large, très, très ouvert et très, très riche. Ça, c'est les programmations qui sont les programmations faites par notre service culture, dans la diversité, dans des œuvres proposées. Et on verra tout à l'heure, pour terminer, il y a un petit film reprenant quelques événements liés à l'Île-sur-la-Sorgue. Et on verra la richesse de programmation par les associations et par notre service. Un moment d'émotion, l'inauguration de la sculpture de Raphaël Thierry, cette immense structure. Oui, Quo Vadis, du percheur, du barreur de Négocine, qui l'avait réalisé en latis de bois, et à sa disparition, donc la famille, par une souscription, a lancé donc le principe de la réalisation en bronze de cette sculpture. Et avec la famille, il était évident que le positionnement idéal se trouvait à cet endroit-là, presque, on dirait, une proue d'un bateau sur le jardin de la Caisse d'épargne. Et c'est avec émotion que cette sculpture a été mise en place l'année dernière, avec une pensée particulière au sien, mais à Raphaël, qui a marqué franchement l'histoire culturelle de l'Île-sur-Sorgue. Un mot sur le patrimoine maintenant, le chantier archéologique Rosse-Goudard. Alors, on a une direction patrimoine et archéologie, chantier archéologique avant la réalisation de la place que vous voyez, qui a permis de confirmer un certain nombre de choses sur l'histoire de l'Île-sur-Sorgue, cette ville de l'Île-sur-Sorgue qui s'est créée autour de l'an 1000, d'accord, donc, et le canal de l'Arquet qu'on appelle canal, et la confirmation vient par ces fouilles-cas. On ne devrait pas l'appeler canal parce que le canal est creusé. Or, on a aujourd'hui la preuve que c'était un bras de Sorgue qui a été ensuite canalisé par des murets, mais les rives de ce bras de Sorgue ont été, par un plan oblique, retrouvées pendant la fouille du côté du cinéma et de ce côté-là. Et là, on peut constater combien cette place est magnifiée et comment tous les gens doivent se réjouir de cette réalisation. L'immeuble Beaucaire. L'immeuble Beaucaire, c'est un immeuble dans le cadre d'une acquisition de la ville de l'Île-sur-la-Sorgue grâce à un legs qui doit profiter à la ville dans le cadre de réalisation d'une action sociale. Donc, 2 logements sociaux seront créés. Et donc là, il y a un formidable escalier et un immeuble qui témoigne de la présence
d'une carrière juive jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, il y a une souscription qui a été lancée et des dons ont été apportés pour cette réalisation des travaux. Le chapitre du commerce, maintenant, on a besoin dans une ville comme l'Isle-sur-la-Sorgue de commerce ouvert toute l'année, qui vivent toute l'année. Ils vivent toute l'année, tant mieux, mais il faut être vigilant parce qu'il peut y avoir des commerces qui sont des commerces qui sont dans la saisonnalité et on ne veut pas de ça. C'est à mettre en connexion avec les meublés touristiques. On a besoin d'alimentaire, on a besoin de commerces diversifiés. Et je tiens à préciser que l'ouverture du cinéma a dopé l'activité de commerce de proximité parce qu'en sortant du cinéma, tiens, qu'est-ce qu'on mange ? On va s'acheter quelque chose. On peut passer devant une boutique et se dire ce vêtement est joli et l'acheter. Donc c'est la politique de soutien à notre commerce de centre-ville. On a encore la chance d'avoir des commerces indépendants, très peu de franchises à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et c'est le soutien par un certain nombre de manifestations. Mais les commerçants sont avant tout indépendants. C'est eux qui connaissent leur business. C'est à eux à adapter aussi leur offre à la demande. Voilà. La ville ne peut pas tout, d'accord ? Et la ville ne fait qu'offrir un écrin. Écrin qui accueille de nombreux événementiels, de nombreuses festivités. Là aussi, ce sera notre dernier chapitre. Oui, c'est cette richesse de cette ville de l'Isle-sur-la-Sorgue avec beaucoup d'événements qui se produisent au gré des années. On est obligé de canaliser les énergies parce qu'il y en a bien des gens qui viennent nous proposer de nouvelles manifestations. Eh bien, on essaie de canaliser. Alors, à l'image, on a le parcours de la flamme. Je vous avoue que l'organisation a donné des sueurs froides à tous les services de sécurité du département de Vaucluse et les villes traversées, surtout que l'Isle-sur-la-Sorgue. La flamme faisait la boucle de toute la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc, la ville, elle a été mise sous cloche pendant plusieurs heures. Je veux remercier tous ceux qui se sont manifestés, qui se sont engagés pour que ça se passe bien. Des projets portés par des associations à mettre en avant. C'est la richesse de notre ville, avec des acteurs forts qui sont engagés. On a l'Isle-sur-la-Sorgue avec ce festival absolument incroyable d'auteurs qui viennent présenter leurs ouvrages. Ces partages des arts avec ces sculptures monumentales qui ont été présentées. C'est le premier salon du sport outdoor. Et puis, on va avoir cette année 2025 d'autres initiatives qui vont venir enrichir encore plus ce qui est offert à l'Isle-sur-la-Sorgue. Mais soyons toujours honnêtes, c'est toujours dire qui fait quoi et d'où on vient. Jamais oublier son histoire. Je fais le lien avec ce que je disais sur notre centre-ville. Jamais oublier que des initiatives sont portées par des tiers et pas se l'approprier sur le compte de la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue. Quand je vois le nom L'Isle-sur-la-Sorgue, Partage des Arts ou le Salon Outdoor, pour citer les trois qui sont notés ici, l'initiative, c'est une initiative privée portée par le monde associatif, portée par des personnes. Et nous, l'Isle-sur-la-Sorgue, on apporte en tant que collectivité le soutien et les infrastructures nécessaires. Je suis très attaché à ces valeurs qui sont ces valeurs de transparence, de loyauté lorsqu'il s'agit de faire des choix. Un mot sur l'Airbus A320 au nom de l'Isle-sur-la-Sorgue. Alors ça, c'est un clin d'œil, mais pour dire en quelques mots comment ça s'est passé, il y a 2 ans, nous sommes sollicités par Air France qui nous dit qu'ils baptisent quelques avions de leur flotte de noms de villes de France et nous ont demandé si on acceptait que l'Isle-sur-la-Sorgue soit sur la carlingue de A220. Bon, on a dit oui, mais on ne pensait pas que... j'avoue, on avait dit oui, puis on n'y pensait plus. Et puis un jour, on a reçu une photo de quelqu'un qui prenait un avion pour Düsseldorf en disant je vois un avion l'Isle-sur-la-Sorgue. Et Air France nous a contactés après en disant bon, voilà, on a la maquette et on vient vous la donner. Donc, c'est pas Air Force One le jour de l'investiture du personnage américain. C'est juste Air Force l'Isle-sur-la-Sorgue. Mais donc, on a pu négocier. Si un jour vous êtes amené à le prendre, vous pouvez demander une coupe. Parce que j'ai demandé la bouteille, ils m'ont dit non, une coupe de champagne. Une coupe de champagne en présentant... Si vous êtes Lillois. Si vous êtes Lillois. Voilà, c'est le macaron supplémentaire. Génial, ça c'est extra. Le surclassement champagne, si vous êtes de Lille. Il faut aller à Düsseldorf. Lille qui rayonne, alors elle décolle, mais elle rayonne aussi, votre ville. Elle rayonne, alors voilà, c'est des petits témoignages avec Alison Baconnier, qui est Miss Vaucluse, que nous avons présenté l'année dernière. Anna Maria de Voice, qui a été aussi sur les plateaux de TF1
l'année dernière. Et puis la dernière, Elena Baucher. Alors, un petit moment d'attention, Elena Baucher, donc, qui est en liste pour l'élection Miss 15-17 ans au niveau national. Et ça va se passer le samedi 22 février à Moissac. Mais il faut voter pour elle. Et là. il faut voter pour elle. Il faut voter pour elle. Alors, j'imagine que tous les dispositifs réseaux sociaux vont exister. Il y a un Insta qui existe. Alors, Miss 15-17 national _off. Voilà, bon. Je vous aide. Vous trouverez, en tout cas, votez pour elle. Elle est rayonnante, très gentille, et sa famille est une famille adorable de l'Isle-sur-Sorgue. C'est vraiment toujours un succès. Moi, je viens pour la radio à l'Isle-sur-la-Sorgue. Très souvent, c'est toujours un immense succès. Chaque événement, chaque rendez-vous. C'est un rendez-vous. Et je crois qu'avant de se quitter, peut-être former les vœux, et après, on va terminer sur cette vidéo. Ouais, je l'exprimais, qu'on a besoin d'espoir dans ces temps particulièrement contrariés. D'accord, et que le repli sur soi n'est pas la solution. C'est peut-être des propos politiques que je tiens et je n'ai pas l'habitude de les tenir devant une assistance locale. Mais je crois qu'il faut plus rechercher ce qui fédère que ce qui divise, que notre territoire national est bien trop petit par rapport à des enjeux internationaux qui quand même peuvent nous tétaniser en termes de sécurité, y compris de sécurité militaire, et qui a du sens dans une Union européenne forte qui puisse nous garantir une sécurité, notamment une sécurité militaire. Voilà, donc je sais, et on le mesure, jusque chez les plus jeunes, une espèce de stress parce qu'il y a une vraie incertitude, un sens aussi sur le sens de la vie, sur l'engagement. C'est quoi? On a tous rêvé plus jeunes sur des lendemains qui chantent, hein, et du bonheur assuré. Là, aujourd'hui, l'horizon est particulièrement sombre. Alors, on ne peut pas dire uniquement cela. Ça doit nous permettre de nous fédérer, d'être plus forts. Et il faut avoir toujours espoir. Mais aussi prendre conscience que une proximité, l'amour d'un prochain, l'amour de sa famille, et puis la proximité avec les amis, c'est des éléments essentiels dans une vie. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous former comme vœux. C'est des vœux de bonheur simple dans ce monde compliqué, et que cette ville de l'Isle-sur-la-Sorgue vous apporte tout le bonheur dans sa qualité de vie, avec toutes ces imperfections que l'on connaît, mais aussi cette plénitude que l'on peut avoir quand on regarde la Sorgue, même si elle peut amener quelques mélancolies en la regardant. Voilà. Donc, merci. Pour terminer, je vous propose, et c'est le service communication de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, on a des gens qui sont extrêmement doués à la communication à l'Isle-sur-la-Sorgue. C'est une chance pour nous, qui témoignent par les photos, par des vidéos, par des publications de tout leur savoir-faire. Et là, c'est une espèce de compilation qui a été souhaitée, un peu tonique, pour, après mes mots, qui sont des mots peut-être un peu en dedans, vous donner la pêche pour terminer cette soirée avant de passer à l'apéritif. Merci, et merci de nous avoir parlé de votre rivière, Pierre, Allez. en images.